Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Pierre Chériot de sletafrique.com, Thiambel Gambaraya de La Voix du Mali et Francis Patindé, journaliste indépendant. Au sommaire, le Mali, à l'instar de Modibo Keïta en 1963, Amadou Toumani Touré se résoudra-t-il à employer la manière forte pour mater la rébellion Touareg? Rien n'est moins sûr. À 2 mois de la fin de son mandat, le chef de l'État multiplie les médiations qui pour l'heure ne sont guère couronnées de succès. En fin d'émission, nous reviendrons sur le triomphe de la Zambie à la CAN 2012, un sacre qui intervient presque 20 ans après le terrible drame qui avait coûté la vie de l'équipe nationale venue disputer un match au Gabon. Pour commencer, je vous propose d'écouter la réaction d'un des membres du mouvement national de libération de l'Azawad, suivi de la réaction du ministre des Affaires étrangères du Mali, Soumaïlou Boubèye Maïga. Nous n'avons rien à voir avec AQMI. Nous voulons créer une république laïque, la république laïque de l'Azawad. C'est vraiment le fait, je pense, d'une minorité. Et d'une minorité qui soutient aussi une revendication absolument minoritaire et qui pour nous est vouée à l'échec parce que la revendication d'une indépendance de l'Azawad, ça ne repose sur aucune réalité ni géographique, ni historique, ni sociale, ni géopolitique. Hassan Diop, une réaction ? Oui, une réaction, c'est simplement que c'est surtout comment cette rébellion est apparue, comment 400 hommes armés sont parvenus à quitter la Libye au mois de juillet avec armes et bagages, avec parfois des armes lourdes. Avec l'accord du gouvernement malien. Avec l'accord du gouvernement malien. Peut-être le gouvernement malien qui voulait les accueillir sans les heurter, pensant que il pouvait éviter éventuellement des chocs ou en tout cas ne s'attendait pas du tout à un soulèvement armé. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'alertes qui avaient été lancées au moment de la guerre contre le régime de Kadhafi. Le Niger, d'abord le Mali avait tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences que pouvait avoir cette crise libyenne dans les pays du Sahel. Il y a eu le Niger. Alors le Niger est parvenu effectivement à désarmer les anciens membres de l'armée de Kadhafi qui étaient rentrés au Niger. En revanche, le Mali, ça n'a pas été le cas. Alors peut-être c'est la personnalité d'ATT. ATT est un homme pacifique, même s'il a été un ancien général, pensait pouvoir effectivement composer avec ces soldats perdus de retour de Libye. Hélas, ça n'a pas été le cas. Le 17 janvier, ces hommes ont pris les armes avec des revendications. Et voilà, aujourd'hui, à nouveau, on laisse la patate chaude, si je puis dire, aux Africains pour régler ce problème, alors qu'on connaît l'origine du problème. Ce qui m'étonne, c'est tout de même le silence assourdissant des pays occidentaux, une certaine forme de passivité. Alors c'est au menu, on le sait, de ce sommet en cours de la CEDEAO. Le président du Burkina Faso a tenu un mini-sommet à Ouagadougou ces jours-ci en présence du président malien, du président ivoirien et du président nigérien pour essayer effectivement de trouver une issue pacifique à la crise, mais il me semble que ça va être une entreprise assez difficile. Thiambel Gambaraya, ce qu'on remarque, c'est que le rapport de force sur le terrain est inégal. D'un côté, on a des rebelles lourdement armés et en face, une armée malienne totalement démunie. Cela résulte très certainement du respect des accords depuis le pacte national en 1992, en passant par la flamme de la paix, les accords d'Alger, les accords de Tamaracet. Une des conditions et des exigences, c'était la démilitarisation de cette zone, et cette démilitarisation faisait qu'il y avait des postes avancés de 40 hommes, des bataillons, des compagnies de 80 hommes. Les camps les plus concentrés se trouvent pratiquement à la médiane au niveau de Sévaré. Et puis la tactique de ces quelques irréductibles séparatistes au nord, qui sont très minoritaires, parce que dans le groupe desquels Tamashek, c'était peut-être les Ifoga, qui dominent d'ailleurs la majorité des Oméga, qui se réclament de cette lutte-là depuis 1963 jusqu'à nos jours. Et cette petite minorité a des accointances avec AQMI et par des liens de mariage, par des liens d'échange. On a vu d'ailleurs AQMI participer à plusieurs
au front du côté de ces irréductibles. Et en même temps, le mariage entre l'obscurantisme et la victimisation font que, je n'en doute pas un seul instant, que la communauté internationale, la communauté éclairée, va choisir la démocratie, la paix et le développement. C'est difficile, certes. Ensuite, la stratégie militaire adoptée sur le terrain et le bouclier humain, comment faire pour arrêter dans un état de droit ces bandits armés et les faire juger devant la justice républicaine sans heurter les populations, sans toucher les populations. C'est toute l'équation quand même difficile à laquelle l'armée malienne est confrontée aujourd'hui sur le terrain. Pierre Chériot, ce qu'on constate aussi, c'est que les voisins du Mali, que ce soit l'Algérie ou la Mauritanie, accusent directement ATT dans la gestion de cette crise. Oui, alors ce qu'on peut noter, c'est vrai, c'est qu'il y a une colère assez sourde du côté notamment de l'Algérie, pas simplement vis-à-vis du pouvoir d'ATT, parce que c'est vrai qu'on voit très bien qu'il est difficile pour le régime d'ATT de contrôler tout ce qui se passe sur l'étendue du Mali. On l'avait bien vu quand il y avait des actions d'AQMI. C'est l'armée mauritanienne qui était allée combattre AQMI dans le nord du Mali. C'est vrai que depuis Bamako, il est difficile de contrôler l'ensemble du territoire, mais les Algériens sont furieux. Ils critiquent ouvertement Bamako, mais ils sont surtout furieux contre les Occidentaux, parce qu'ils considèrent que les Occidentaux, en soutenant le changement de régime en Libye, ont permis comme ça la prolifération des armes dans toute la région. Et du coup, on déstabilisé à la fois le Sahel, mais aussi toute la région, parce que on sait que l'Algérie a une frontière très importante avec la Libye, évidemment avec le Mali, et que les populations touareg peuvent circuler très rapidement d'un pays à l'autre. Donc l'Algérie elle-même craint d'être déstabilisée. Et ce qui dérange aussi l'Algérie, c'est qu'elle a l'impression qu'à l'occasion de cette crise, les Occidentaux, les Français, mais aussi les Américains vont essayer de reprendre pied de façon de plus en plus importante dans la région, notamment pour soutenir militairement le régime de Bamako, et ce dont l'Algérie ne veut pas, puisque l'Algérie veut rester l'homme fort de la région. Francis Patindé, comment expliquer l'échec des différents accords qu'il y a eu depuis 2002 et qu'il y a eu quand même de la part du gouvernement malien la volonté d'intégrer des populations touareg? On pense notamment au Premier ministre, au ministre de ATT au moment lors de son premier quinquennat. Je pense que moi j'ai eu la chance de voir ATT récemment. Il m'a dit une chose, il m'a dit je suis militaire, mais ceux qui parlent de la guerre ne savent pas ce que c'est. Et tant que je peux éviter la guerre, je l'éviterai. Et c'est pour ça, on m'a envoyé comme cadeau ces 400 personnes armées. Mon pays, donc le Mali, n'a pas de frontière commune avec la Libye. Ces gens ont bien dû passer quelque part avant d'arriver au nord du Mali. C'est des Maliens, je les accueille et je veux utiliser la voie de la négociation, de la discussion pour les désarmer. Mais pour l'instant, ça ne porte pas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais il y a quand même beaucoup de non-dits dans cette crise. C'est que qui se bat sur le terrain? Dans l'armée malienne aujourd'hui, il y a beaucoup de Touaregs. Comme le disait le confrère tout à l'heure, il y a une majorité des Touaregs du Mali sont contre le MNLA. C'est une minorité armée et qui dirige les combats dans la région de Tessalite, c'est El Hadj Gamou qui est Touareg lui-même. Et ça, ce n'est pas assez dit. Le président de la République, il est là pour l'unité du pays, mais on lui a fait un cadeau empoisonné. Comment se fait-il que des gens armés avec des ordres de Staline, avec des missiles sol-air, quittent la Libye et arrivent dans un pays qui n'a pas de frontière avec la Libye? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Un début de réponse à Assane Diop à cette question? Je sais que la presse malienne s'en est vertement pris à la France. En tout cas, à une certaine forme d'ambiguïté. Alors, le ministre de la Coopération s'est rendu récemment au Mali, au Niger, et puis en Mauritanie. Et donc, il a réaffirmé que la France soutenait l'intégrité territoire malien, etc., etc. Mais il n'a véritablement, je dirais, annoncé aucune
aucune mesure concrète. Alors on peut comprendre la prudence de la France parce que n'oublions pas tout de même qu'il y a encore des otages français qui sont détenus par AQMI. Encore une fois, les liens entre AQMI et ces rebelles du MNLA sont extrêmement flous, même si le MNLA récuse toute dérive islamiste ou toute volonté d'instaurer un régime salafiste ou radical, etc., etc. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement que la France n'a pas encore suffisamment, à mon avis, donné de garanties sérieuses aux Maliens pour les aider, je dirais, à sortir de ce piège. Et je crois qu'il est légitime de la part des Maliens de réclamer l'aide de la France, encore une fois, car cette nouvelle insurrection, donc après 63, après les années 90, et maintenant, cette dernière, on sait très bien que la source est libyenne, parce que l'un des chefs militaires du MNLA, à l'origine donc du coup de force du 17 janvier, était dans l'armée de Kadhafi. Il avait même le rang de colonel-major. Donc voilà la situation. Alors, est-ce qu'une fois de plus, il faut que ce soit aux Africains, quand il n'y a pas d'intérêt majeur économique, pétrolier, minier, voire d'uranium, parce que effectivement, on a bien vu tout de même que les soldats perdus qui avaient quitté la Libye pour aller au Niger, eux, ils ont été désarmés, mais les soldats perdus d'origine malienne qui sont rentrés au Mali sont rentrés avec armes et bagages, avec la situation fâcheuse à laquelle on assiste aujourd'hui. Thiambel Guimbaraya, est-ce qu'aujourd'hui la création d'une force régionale s'impose, mais qui serait alors, qui pourrait la composer? Une force régionale est nécessaire. L'état-major de Tamanrasset avait été activé pour la lutte contre l'AQMI, contre le terrorisme. Et c'est regrettable tout de même de voir les États-Unis d'Amérique monter au créneau pour apporter du soutien au Mali et aux pays environnants au nom de la défense de l'intégrité de la paix, et que la France, vu nos liens historiques, vu les relations qu'on a avec ce pays-là, reste en berne, et que les autres, l'Union européenne et l'Afrique même, restent en berne. Mais la question est, une solution de ce problème passerait très certainement, dans le doute, avec la coopération avec l'Algérie, avec qui nous avions une bande assez énorme de frontières, et le rapprochement également avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec la Mauritanie. Quand la case de ton voisin brûle, laisser cette situation se tasser aujourd'hui, ce n'est ni un contentement pour les pays environnants, parce que quand ça commence au Mali, ça peut se propager ailleurs. Ce n'est ni un contentement pour les pays, mais ni aussi également pour la situation, pour l'Occident, qui va donner un terreau à ces intégristes islamistes pour pouvoir profiler, qui n'ont aucun intérêt qu'à s'en prendre à l'Occident. Pierre Chériot, Assane Diop faisait état tout à l'heure des liens probables entre AQMI et le MLA. Sont-ils avérés ? Oui, comme l'a très bien dit Hassan, il y a des liens, il y a même des liens matrimoniaux qui existent, et il y a des alliances assez fortes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi un lien culturel et linguistique qui est fort, puisque les populations touaregs sont berbérophones, donc il y a un certain nombre de membres d'AQMI qui viennent d'Algérie, qui sont eux-mêmes berbérophones. Donc il y a aussi une ère culturelle et linguistique qui existe. Après, la question, quand on parle de possibilités de force régionale, c'est sans doute sur le principe une bonne idée. Simplement, ces pays n'ont pas forcément des très bonnes relations. Et encore une fois, on voit mal l'Algérie accepter une collaboration avec un certain nombre de pays qui sont très proches de l'Occident, de la France notamment, et des États-Unis. Et la présence d'Africom, Francis Patindé? Africom, pour le moment, on en est loin. Je pense qu'il faut lever d'abord des ambiguïtés. Et il semble qu'à Aguelok, par exemple, AQMI et le MNLA, et cette faction du MNLA est attaquée ensemble. Et les méthodes qu'on a retrouvées à Aguelok sont des méthodes AQMI. Donc, des exactions, mettre à genoux des soldats, bander les yeux, les égorger ou leur loger une balle dans la tête. Mais ça semble indiquer qu'il y a des factions au sein du MNLA. Deuxième ambiguïté qu'il faut lever, c'est la position de la Mauritanie. Il semble que la Mauritanie ne voit pas d'un mauvais œil les malheurs du Mali actuel, alors que ce pays, le Mali, a laissé les soldats mauritaniens entrer à leur guise dans ce pays, ce qui était peut-être d'ailleurs une erreur de la part de ATT.
Oui, voilà, je crois Hassan Diop, que j'abonde dans le sens de Francis, c'est que malheureusement dans cette affaire, c'est que l'Algérie a son agenda, l'Algérie ne veut pas de présence ni française ni occidentale, la Mauritanie a son agenda parce que le président Abdelaziz effectivement a des comptes, si je puis dire, à régler avec ATT, etc., etc. Et puis il faut dire aussi que il y a ce problème récurrent. Je crois que Abdelaziz, quelque part, aura sans doute davantage d'élan de solidarité avec des berbérophones qu'avec, si je puis dire, les négros africains. On voit d'ailleurs qu'il est revenu sur un certain nombre de promesses qui étaient d'intégrer et de réunifier les réfugiés, dont la plupart étaient réfugiés soit au Sénégal, soit au Mali, et il ne l'a absolument pas fait. Thiambel Gembaraya, face à la gestion de cette crise, l'opposition malienne n'est pas unanime. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais à mon humble avis, la mission conduite par l'actuel président de l'Assemblée nationale au nom des partis qui siègent à l'Assemblée nationale, Pierre Aguelo, qui ont relevé que 92 victimes l'ont été, 42 gardes républicains dans des situations qu'ils ont décrites assez atroces par des exactions, montre à suffisance que la classe politique malienne a intérêt à sonner la même cloche. L'opposition tire autrement, va un peu vite en besogne en demandant la démission. La situation est très grave. Il s'agit de l'intégrité. La démission, mais également le report du scrutin, surtout. Non, il faut que l'État soit fort. Voilà. L'État vise dans le même sens et que l'opposition, l'opinion publique malienne suive l'armée, la soutienne, qu'on tienne le calendrier pour le respect des institutions, pour une deuxième alternance réussie. Ceci est très important pour le Mali, mais aussi pour la sous-région, après le Bénin et le Ghana. Il faut que le calendrier électoral d'avril soit maintenu coûte que coûte, car si repousser le calendrier signifierait déjà, je dirais, une certaine forme de victoire pour les rebelles. Le MNLA. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que le calendrier de cette rébellion ne tient pas au hasard, parce que chaque fois, en fin de mandat, on assiste à une rébellion touareg, Pierre Chériot. Oui, c'est une façon aussi de faire pression. On voit qu'il y a Parce que c'est une période d'indécision des fins de mandat. Tout à fait. Puis il y a cette revendication d'indépendance, même si les membres du MNLA se rendent compte que c'est pas forcément réaliste. C'est une façon aussi de se faire entendre. Et peut-être que c'est lié aussi à la situation économique du Nord aussi, qui quand même s'aggrave ces derniers temps, parce que on n'a pas forcément fait le lien, mais le fait que de par les enlèvements et les actions à répercussion d'AQMI, les ONG sont de moins en moins présentes dans le Nord, donc ça veut dire une paupérisation accrue du Nord. C'est vrai que ça fait qu'un certain nombre de populations de ces régions peuvent se sentir abandonnées. Marginalisées. Pourtant, les accords de développement ont quand même eu des effets, Francis Patindé. Oui, parce que le Mali est un pays pauvre. Il y a eu l'intégration de Touareg au sein de l'administration. C'est pas la seule région déshéritée du Mali, c'est un mythe. Le Mali a besoin d'un développement au nord, comme à l'est, comme à l'ouest. Vous savez, c'est un pays désertique. Donc, il n'y a pas à privilégier les uns par rapport aux autres. Et ce que je veux quand même dire, revenir sur le calendrier électoral. Moi, je n'ai pas de religion en la matière. Je pense que si le Mali a besoin de paix, que le Mali vaut bien un report des élections pour la paix, et pourquoi pas. Et la classe politique a quand même déposé aussi, le 10 février dernier, un plan d'action au président de la République, un plan d'action en 16 points dans lesquels il y a des initiatives. Allez voir les gens qui sont réfugiés à l'étranger, allez voir les personnes déplacées, parce qu'on parle des réfugiés, mais il y a des milliers de déplacés internes. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Burkina Faso. Et à l'intérieur du Mali. Et à l'intérieur du Mali. Donc il faut aller à la rencontre de ces gens. Il y a des élites tamashek. Il faut aller les voir. Il faut qu'ensemble, ils arrivent. Le Mali est un cadre démocratique. Il n'y a aucune raison de prendre les armes dans ce pays. Et puis, il n'y a surtout aucune raison, vous l'avez dit, je veux dire que pour la communauté internationale, pour les Nations Unies, au niveau aussi de la charte de l'Union africaine, de la CEDEAO, etc., il est inacceptable qu'il y ait une rébellion armée. Le Mali, l'ambassadeur de France l'a dit dans une lettre ouverte récemment, le Mali partage les mêmes institutions démocratiques que la France, donc il n'y a aucune raison, effectivement, qu'il y ait de soulèvement armé, pas plus en Corse, en France, pas plus que dans le nord du Mali. Ça sera le mot de la fin, Thiambel. On reviendra sur la crise malienne dans les prochaines éditions.
C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Père Cheriot de sletafrique.com, à Tiambel Gimbaraya de La Voix du Mali, et qu'on remercie particulièrement parce que malgré l'épreuve qu'il connaît, il a tenu à être parmi nous ce matin, et puis à Francis Patindé, journaliste indépendant. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci. Vous pouvez revoir et réécouter l'émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI.